Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. 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 Vous me recevez bien? Hein? Bon, oui, moi je te reçois bien. D'accord, on peut commencer là. Nous sommes à 19h28. On a pratiquement 30 minutes de retard. D'accord, d'accord. D'accord. Ok. Bon, aujourd'hui, on était censé enchaîner avec Panda à la bibliothèque. Donc, on va pas tarder, on va pas trop commenter dessus. Et nous allons lancer. Bien, c'est quoi Panda? Panda est une librairie dédiée pour la data science. C'est la librairie Python la plus utilisée et la plus performante. C'est Amandine Bell-Letich. Ce n'est pas moi. Bon, Panda amène avec elle deux nouvelles structures de données par rapport aux structures de données vues. Donc, au départ, dans les bases de Python, j'imagine bien vous avez vu ce qui était les strings, les floats et autres. Donc, ici, on a deux nouvelles structures de données, les data frames et les séries. OK. Bon, ici, où on va analyser le dataset de Netflix. Voici une description du jeu de données. On a les show ID qui correspondent à l'ID unique d'un film ou d'une série. Le type qui permet de dire s'il s'agit d'un film, movie, ou d'une série télévisée, TV show. On a le titre du film ou la série, le directeur, le casting, le country, le pays dans lequel le film et ou la série a été produit, la date d'ajout, la date de réalisation et le type également, le rating, le classement du contenu TV, MI, TV 14. En fait, c'est un type particulier pour dire, par exemple, pour dire une série est pour les plus de 14 ans, pour les plus de 7 ans, pour les plus de un type particulier. On a la durée du film également. On a la durée du film également, la description ainsi que le list-in, qui est le genre du film. D'accord, bon, nous allons passer à la présentation, au test, directement sans plus tarder parce qu'on a déjà assez de retard. Ici, je présente sur mon notebook Jupyter dans la Panda. Nous sommes bien le jour 9. Déjà, il faut importer Panda sous l'alias de PG. C'est généralement ce qu'on fait, on importe Panda sous le nom de PG pour ne plus écrire à chaque fois lorsqu'on va vouloir appeler Panda, on appelle directement avec PG. Donc, ça se fait avec import Panda as PG.
Bon, je sais que vous avez déjà assez de bases. Bon, en ce qui concerne dans l'importation du jeu de données, il faut mettre le jeu de données dans un répertoire, soit dans le répertoire du notebook, soit dans un répertoire dont on maîtrise le chemin. Donc ici, je vais appeler mon jeu de données data. Changer le clavier. J'appelle le jeu de données data. Et on importe avec la fonction read de panda. Armstrong, s'il te plaît, on ne voit pas ce que tu es en train de faire. Vous ne voyez pas. Oui. Donc, j'ai oublié de changer l'écran partagé. C'est bon là? C'est bon? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Ok, d'accord. Bon, je t'en ai dit qu'on peut importer, on importe, pas qu'on peut importer. Avec, Désolée. Oui, oui. Bon, désolé, mais jusqu'à présent, on ne voit pas toujours ton écran. Moi Ah aussi, bon? je ne vois rien. Là, c'est bon? Oui, là, c'est bon. Bon, je t'en ai dit qu'on importe avec la fonction, la méthode read. Bon, il y a plusieurs types de fichiers que l'on peut importer. Là, j'ai établi pour l'autocomplétion. On peut importer les fichiers au format CSV, HTML, JSON et plusieurs autres. Bon, le jeu de données Netflix en question est au format CSV, donc je choisis read CSV. À l'intérieur, on passe évidemment le nom de la fonction. Si nous sommes dans le même répertoire, l'autocomplétion peut fonctionner ici directement. Et c'est le cas chez moi, je suis dans le même répertoire que mon notebook. Bon, sinon, il faudra renseigner ici le répertoire dans lequel le chemin entier, le chemin complet où se trouve le jeu de données. Bien, on compile pour voir si le jeu de données a bien été importé. On n'a aucune réponse, ça veut dire que cela a été bien fait. Bon, une analyse de données commence d'abord par un aperçu du dataset, notamment avec l'attribut shape. On peut commencer par un data.shape pour voir les attributs, ou bien la taille, pour voir la taille du jeu de données. On voit que notre jeu de données a 7797 individus pour 12 variables. Donc ici, data.shape nous renvoie un tuple. Vous avez bien vu les tuples dans les bases de Python. Ça renvoie un tuple. OK. On peut également voir l'entête du jeu de données avec data, on appelle le jeu de données, avec la méthode read. OK. Bon, par défaut, la méthode read renvoie les cinq premiers éléments du dataset. Ici, on a un aperçu du jeu de données en une première colonne qui est l'ID. Et cette colonne est créée de manière automatique. Alors ici, ce qu'il faut d'abord rappeler, c'est que les tableaux, les dataframes, les datasets importés sous Panda sont sur la base de NumPy. Donc, il y a certaines méthodes NumPy comme shape, et fonctions NumPy comme shape qui vient de taper tout à l'heure, qui fonctionne également ici. Donc, on a une colonne
ID qui est créé de manière automatique, comme cela est fait dans le cas de NumPy. Et on a bien un aperçu des 5 premières colonnes, les 5 premières lignes de notre dataset. On peut modifier avec le RIG simplement, ou bien modifier même 3 si on ne veut pas tout afficher. C'est ce pour voir ce qui est chargé. Et comme dans presque tous les langages de programmation, quand on dit le premier élément, on commence par 0, donc l'indexation se fait à partir de 0. On peut également afficher les 5 derniers éléments. Là, c'est avec le data. Au lieu de prendre le read, maintenant, on prend le page. Par défaut, on prend les derniers éléments. Les 5 derniers éléments par défaut, à moins qu'on ne veuille passer ici un paramètre, notamment les 10 derniers éléments ou les 2 derniers éléments. On voit bien que le dernier élément est à 7786. Le chiffre nous a donné 7787. N'oublions pas qu'on commence par 0. Le nombre de termes, c'est le dernier moins le premier plus 1. Pour avoir le nombre d'individus. OK. On peut également voir le type de chaque variable ou également voir les variables avec un data point columns. Afficher les différentes variables de notre dataset. Ici, c'est un objet. Malheureusement, c'est un objet. L'objet renvoyé n'est pas... Donc, on n'a pas besoin ici de parenthèses. On a ici les différentes colonnes de notre jeu de données. On a le show RG, le titre, le directeur, et celui du directeur de publication, je dis bien, le casting. En fait, toutes les variables qui ont été listées, on peut afficher ça sous forme de liste avec la méthode de la fonction toList. Avec la méthode toList, pour afficher ça sous forme de liste. Et ici, on a une liste au sens Python. Parce qu'on a ajouté la méthode toList. Là, c'est pour avoir les informations relatives au jeu de données. La colonne index 6, elle est créée par défaut. On peut modifier, on peut dire changer d'index. Bon, on va se baser ici. On va indexer notre tableau par rapport aux colonnes. Ça se fait avec le set index. On va voir ce que ça donne. Le data. Je me fais bien aider par l'autocomplétion. Hein. Donc, cet index, et on décide d'avoir pour index, je vais supposer prendre ici les titres. On va prendre les titres. Title. On passe à l'intérieur. Et on voit bien que la toute première colonne de notre data, c'était maintenant les titres. Les titles. Donc maintenant, on va baser en fonction des différents titres. Bon, là, évidemment, c'est juste pour comprendre la structure du jeu de données. Et il y a quelque chose qu'il faut remarquer ici, c'est que les shapes au départ étaient de 7787 x 12. Donc, on avait 12 colonnes. Et lorsqu'on change l'index, on se retrouve avec 11 colonnes. En fait, cette colonne-ci n'est plus considérée. La colonne index, elle n'est plus considérée comme faisant partie des éléments à compter. Bon, je vais recompiler, modifier ceci pour avoir la même structure. D'accord. Bon, on peut passer à la sélection des données. Comment sélectionner. Là, on peut juste à voir comment est-ce qu'on peut comprendre la structure de notre tableau, le nombre de lignes, le nombre de colonnes, qui est qui. Bon, avant de continuer, on peut également voir le type de chaque variable. C'est important. C'est l'attribut détail. Détail. Le taux de détail permet d'avoir les types de chaque colonne, de chaque variable. Ici, on a des objets. Bon, en fait, un objet renvoie ici, dans le cas de Panda, aux strings. Soit les strings mixés, soit les strings tout simples.
string, c'est pas pour dire string de string. String, c'est pour dire chaîne de caractères. Donc, on peut mixer, par exemple, comme les adresses mail. Ici, ce sont des objets. Ici, on voit bien que notre tableau ne contient que des objets sur chaque ligne. Okay. Ensuite, concernant la sélection, la sélection des données. On peut sélectionner les données de plusieurs manières. Notamment, on va travailler plus avec la méthode des crochets. Lorsqu'on veut sélectionner, parce qu'on voit la méthode par appel direct des fonctions, là, il y a certaines méthodes qui ne s'appliquent pas. D'accord. Bon, on sélectionne, on prend le dataset vu qu'on a stocké dans la variable data. On prend le dataset, on met la colonne que l'on veut sélectionner là ou les colonnes que l'on veut sélectionner. Donc, à supposer que je veux sélectionner la colonne type type. On sélectionne cette colonne, il suffit de rentrer ceci. Et puis là, on a un affichage de presque tous les éléments. En fait, ça affiche les premiers éléments, les 5 premiers éléments, les 5 derniers éléments. Donc, on sélectionne seulement le type, la colonne des types. On peut sélectionner plusieurs types, plusieurs colonnes différentes. Donc, passer une liste de colonnes. On peut également appliquer le head ici pour voir l'entête de ces individus, de cette variable. Ici, on a les 5 premiers individus. On voit qu'on a le movies. Donc, les 5 premiers individus de notre dataset sont des movies. On peut type movies. On peut également appliquer taille et autres qu'on a vu en haut. Bon, on a deux types de données dans Panda. Deux structures de données. On a les data frames, comme on a dit dans la présentation, et on a également les séries. Bon, en fait, pour faire de manière générale, un data frame, c'est un ensemble de moins de 2 séries. Donc, on a pris 2 colonnes à afficher. Oh. Et une série, c'est juste une colonne. Donc, ici, quand je dis data type, ça veut dire que j'ai ici juste une colonne et c'est une série. On a reconnu ça comme étant une série. Bon, on a une autre manière d'appeler qui peut être data. Bon, cette manière, c'est utilisée lorsque la variable, notamment, ne contient pas d'espace. Donc, on peut dire data et puis on met le nom de la colonne ici directement. On exécute, ça affiche encore le même résultat. On peut aussi mettre le head et tout, ça fonctionne bien. Ça, c'est bien si la colonne n'a pas d'espace. Donc, il y a une méthode. Les fonctions ici sont limitées. Ce n'est pas le même nombre de fonctions. Les fonctions applicables ici ne sont pas forcément applicables là. Donc, c'est pour ça que généralement, on va travailler avec cette méthode de sélection de colonnes, de sélection de variables, cette méthode aussi par crochet. OK, on va avancer pour essayer de voir les différents éléments qu'on peut avoir. Bon, on peut également sélectionner au sens NumPy. Donc, déjà, un peu comme du slicing. Donc, on peut faire un data et on dit qu'à l'intérieur, on veut sélectionner seulement de l'élément 10 à l'élément 20. On exécute pour voir ce que ça produit. Et ici, on a l'élément 10 à l'élément 20. En fait, lorsqu'on dit de 10 à 20, 20 n'est pas pris en compte. 20 est le dernier élément exclu de la sélection. Bon, c'est important pour comprendre la donnée parce que par après, on va pouvoir dire que bon, on a des données manquantes, on a des données, c'est de voir comment le dataset est structuré pour mieux le comprendre et mieux, dans le cadre de l'analyse de l'intelligence artificielle, comprendre sur quoi jouer. OK. On peut également le faire avec la méthode lock. La méthode lock, bon, la particularité par rapport à cette méthode de slicing, c'est qu'avec la méthode lock, lorsqu'on quitte de 10 à 20, ici 20 est exclu. Or, là-bas, la méthode lock 20 est inclus. Bon, c'est l'une des méthodes, mais personnellement, je préfère utiliser ceci. Vu que c'est beaucoup plus pratique que l'autre. Bon, et avec la méthode lock aussi, on peut également
charger un dataset, charger une colonne, un ensemble de colonnes. Par exemple, je peux dire data. Par exemple, je dis data.log et je passe les colonnes entre. On passe les colonnes dans une suite de listes. Dans une liste de. À ce que je vais prendre des titres. Un titre de pays. Il y a un prochainement. Bienvenue les erreurs. Data.log. Tuple slicing. Je vais télécharger ça dans une autre variable pour voir. Tuple slicing. J'exécute comment. Bon, qu'est-ce qui ne tourne pas rond avec la pour la sélection de données? C'est vrai quand on ne dit pas trop, c'est d'ailleurs pourquoi je peine à comprendre. Je peine à comprendre ce qui se passe. Bon, il y a également des filtres. On peut passer aux filtres parce que la sélection, généralement, ça peut se faire comme ceci. On passe un ensemble d'éléments. On peut passer au filtre. Genre, on veut filtrer, notamment, on peut décider de voir si on veut filtrer les différents pays de notre jeu de données. On peut filtrer les différents pays de notre jeu de données et essayer de voir s'il y a un pays qui correspond peut-être à la France, s'il y a un pays. Genre, je suis en train de dire, dans mon jeu de données, sélectionne dans les pays, notamment dans la colonne pays, je vais voir l'élément France. Bon, rien n'est renvoyé ici. Et je peux dire un élément de sélection. Nous sommes en train de dire que dans notre dataset, depuis la sélection, la colonne country sélectionne le pays France. Pour une double égalité, c'est un élément de comparaison. Ici, on a toutes les colonnes dont le pays est France. Et généralement, on peut voir ça ici dans la colonne country. Tous les pays sélectionnés sont France. Et on peut voir également s'il y a un pays, s'il y a le Cameroun, on peut se laisser emporter. S'il y a un Camerounais qui a une série sur Netflix, 0. Bon, on n'a pas encore publié on n'a pas encore tourné une série Netflix, malheureusement. On peut également supprimer des colonnes. Donc, la suppression de colonnes se fait avec la méthode drop. Donc, on peut dire data, drop, et puis là, on passe la colonne ciblée. On passe la colonne ciblée on peut décider de supprimer les pays.
Ici, il y a d'autres paramètres à ajouter dans cette méthode, notamment l'axe. Lorsqu'on supprime, suivant un axe, soit suivant la verticale, soit suivant l'horizontale. Suivant la verticale, nous sommes sur l'axe 0. Ça veut dire qu'on veut plutôt supprimer, des lignes. Or, suivant la verticale, pardon, comme sur l'axe 1, on veut supprimer les lignes, les colonnes, les lignes des différents individus. Donc, on veut supprimer des individus qui vérifient certaines conditions. Or, sur l'axe 1, on veut supprimer, sur l'axe 0, on veut supprimer les colonnes. Les colonnes entières. Donc, on peut décider ici de vouloir supprimer tous les pays. L'axe 1. On veut supprimer tous les pays. OK. La colonne country, vous le voyez bien, a disparu dans notre date. Elle n'y est plus. Bon, on peut ajouter un attribut in place parce que généralement, si je viens ici et je tape data pour la suite de mon travail, par exemple, je vois que country réapparaît. Oh, c'est pas pratique. On peut décider qu'une variable ou qu'un nombre de variables n'est pas utile pour notre analyse de données. Donc, on supprime cette colonne de manière définitive. Donc, pour ça, il faut ajouter l'attribut in place et là passer à true. Pour spécifier qu'on est bien, on supprime de manière définitive. On ne va pas faire ça ici, nous sommes encore en train de tester, mais ça se fait et c'est utile pour ne pas revenir à chaque fois, comprendre pourquoi là, on peut supprimer, mais ça revient à chaque fois. À moins qu'on veuille stocker ceci comme ça dans une nouvelle variable, peut-être data 1, et travailler par la suite avec data 1. Là, on utilise l'attribut in place. D'accord. Bon, on peut également supprimer suivant des lignes. Et là, on va supprimer des lignes des individus par individu qui vérifient certaines conditions. On peut décider de supprimer des individus, par exemple, qui ont des valeurs manquantes. Nous y reviendrons dans la suite. Le but est de présenter de manière générale les méthodes principales. C'est la première séance. OK. On va directement voir comment traiter les variables manquantes. On voit par exemple ici le dernier élément, l'individu 7786 sur la colonne a une valeur not énorme bas. Ça veut dire qu'elle n'est pas renseignée. Comment gérer ça? Il est important de comprendre que si on analyse le jeu de données avec des données manquantes, ça biaise l'apprentissage du modèle. Déjà, ça biaise la compréhension du jeu de données et ça induit dans l'erreur d'apprentissage. Donc, généralement, ce qu'on fait, c'est que soit on remplace ces données manquantes par une donnée unique, soit par la moyenne, soit peut-être par un individu plus proche, soit alors on supprime simplement toutes les colonnes ou toutes les lignes qui ont des individus. Allô? Oui, allô? Allô? Oui, allô? On m'écoute? Oui, nous t'écoutons. Je demande pas que je parle seul. Non, nous sommes... D'accord. OK. Bon, on va d'abord commencer par voir quelles sont les valeurs manquantes avec l'attribut, la méthode Ignol, pour voir directement quelles sont les valeurs qui manquent dans notre dataset. Ici, on a les false, true. Bon, en fait, rien ne renseigne vraiment, on est perdu, on renvoie ici, c'est ce qu'on appelle un calque, un tableau panda qui est fait de valeurs booléennes. Donc, on a les true. Is nul, c'est pour dire qui est nul. False, c'est pour dire que non, il y a une valeur renseignée. On revient voir notre dernier élément sur la colonne cast. Ici, c'est bien true. Donc, ça veut dire que lui, il est bien absent. C'est bien notre énorme.
peut voir également ceux qui sont pas nuls. Bon, mais c'est la même chose. On peut également voir ceux qui ne sont pas nuls avec la méthode not nul. Donc, c'est à peu près la même. À peu près la même chose qui est renvoyée. Bon, en ce moment où il y avait les trous, ce sont les falses, évidemment, les falses, évidemment. Et notre dernier élément se suffit. Lui, qu'on se repère, on voit bien que lui, il est devenu false. Parce que ce matin, il dit que, bon, affiche-moi les éléments qui ne sont pas nuls. Partout, c'est pas nul, on dit vrai, 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 et là, on dit faux. Bon, on peut également sélectionner sur une colonne tous les éléments qui sont nuls. Donc, par exemple, je décide de sélectionner sur la colonne country et sélectionne on sélectionne les éléments non nuls sur country. Donc, c'est pour voir les pays qui ne sont pas renseignés, qui sont renseignés avec, dans le cas de note nulle. Note nulle. Bon, ici, on ne peut rien voir, on ne peut pas savoir si c'est vrai ou c'est faux. Bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que cet affichage-ci, on affiche les 5 premiers éléments et les 5 derniers éléments. Mais donc, au milieu, là, il y a plusieurs éléments non affichés. Donc, on ne peut pas considérer, dire qu'en général, tous les pays sont renseignés, d'avoir certaines lignes là qui n'ont pas de pays renseignés. Donc, peut-être qu'il y a une série publiée sur Netflix on n'a pas mentionné le pays d'origine. Dans quel pays est-ce qu'on a. Bon, on peut gérer ces valeurs, comme je disais, ces valeurs manquantes de plusieurs manières. Il faut comprendre que si on entraîne un modèle de machine learning avec des valeurs manquantes, c'est un problème. Le modèle ne sera pas bien entraîné. On aura des mauvais résultats, on aura donc des mauvaises prédictions. Donc, on ne peut pas. Donc, soit on remplace par une valeur, ces valeurs manquantes par une valeur, et là aussi, nous sommes en train de biaiser la réalité. Ça veut dire que le jeu de données qui était à la base réel ne le sera plus. Soit alors on supprime toutes les valeurs nulles. Et c'est généralement ce qu'on fait pour être sûr qu'on entraîne un modèle beaucoup plus fiable. Donc, ici, on va essayer de voir comment on peut remplir toutes les colonnes manquantes avec une valeur. Donc, on va essayer de remplir les pays manquants. Je vais récupérer ceci. Tous les pays qui manquent dans notre jeu de données. Et on va appliquer la méthode fill. Fill NP, c'est pour dire fill not a number. Et on entre la valeur. Bon, je suis en train de dire que je vais dans tous les pays manquants. Je vais remplacer tous les pays manquants par, disons, le Cameroun. Pour voir ce qu'on a. On compile comme ceci. On a France. On n'a pas les informations sur le Cameroun. Donc, on peut ici sélectionner Data. On sélectionne le pays. On sélectionne le pays dont la valeur est Cameroun. Évidemment, il faut passer ça dans Data. Donc, dans notre jeu de données, on veut les pays dont le nom est le Cameroun. Et il n'y a aucun pays. Ça veut dire que la transformation n'a pas été appliquée. Est-ce que là aussi, je me trompe sur la méthode? Ville et nuit. Donc, remplis toutes les colonnes Cameroun. Cameroun. Bon, en fait, on va partir doucement. Normalement, fil est né à un paramètre qu'on appelle méthode, qui peut permettre de remplir les valeurs manquantes par l'élément le plus proche. Alors, on peut avoir un backfill pour dire, si ma colonne vide ici, prends-moi l'élément d'après. Donc, si une colonne XI est vide, on remplace cette colonne
par la valeur qui est contenue dans la colonne suivante, x qui plus 1. Donc, et ça, c'est si on passe le paramètre backfill. Donc, ici aussi, il est difficile de voir. Il est difficile de voir ça. Bon, si on changeait peut-être pour travailler notre dernier élément, cast. Bon, en principe, nous sommes censés avoir France ainsi, c'est que dans cast, on avait bon, le dernier élément, si on a un autre et number. Là aussi, il y a un problème, vu que ça n'a pas remplacé. Qu'est-ce qu'il y a de faire? Data. On rappelle produit comme on a toujours le note et non bas. Là encore un problème par rapport à la méthode fil aîné. C'est une méthode qui n'est vraiment pas aussi très utilisée, bon, que je n'utilise pas trop. Peut-être que je fasse un tour sur. Mais il y a le paramètre méthode aussi. Ce paramètre méthode permet de spécifier comment est-ce qu'on va remplir. Donc, avec le F file, ça veut dire qu'on remplace ici par un F fil. C'est temps pour moi. On remplace l'élément vide par l'élément d'avant. Bien évidemment, là, nous sommes en train de biaiser, comme disons, on change la réalité. Nous sommes tout dans la réalité des données. Donc, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on supprime. Et lorsqu'on supprime, on supprime avec la méthode drop NA, qui permet de supprimer les valeurs manquantes. Donc, un data à qui on applique drop NA, c'est pour dire, bon, supprime les notes et nombres. On spécifie, on peut spécifier les colonnes. Hein. On peut spécifier notamment ici peut-être notre colonne, quelle est la colonne qui peut nous intéresser, dont on connaît le nombre d'éléments. La colonne title, par exemple. La colonne title et la colonne, disons, peut-être country. Bon, et lorsqu'on passe une suite de listes comme ceci, c'est plusieurs colonnes comme ça, plusieurs individus, plusieurs variables, c'est dans les colonnes. C'est dans des colonnes et avec l'attribut set. Bon. Et lorsqu'il faut supprimer, il faut préciser sur quel axe. Sur quel axe est-ce qu'on supprime? Est-ce qu'on supprime suivant les colonnes ou suivant les lignes? Alors, on peut décider ici de supprimer suivant des lignes. Ça veut supprimer suivant des lignes, on va mettre axis égale 0. On va supprimer les lignes dans les tailles et les comptes, ils sont nuls. On compile comme ceci. Bon, on voit bien que il fallait qu'on ait un shape. On va commencer par vérifier les shapes de notre tableau. Lorsqu'on sélectionne le titre, les comptes, et on veut voir
combien d'individus est-ce qu'on a, les dimensions de... Non, c'est une méthode. Qu'est-ce qui se passe quand on trouve un crochet le tour? Error, c'est-à-dire passe là. Bon, en fait, ici, on voit bien qu'on a, par exemple, on voit bien qu'on a 7787 individus comme au départ. Et on essaie de supprimer. J'ai essayé avec plusieurs colonnes, ça va pris. Je vais pas d'avoir avec une colonne sans trop. Essayer d'appliquer, voir. On a toujours la même chose. Axe 0, on a supprimé axe 0, on a supprimé suivant l'axe 0. On dirait que tous les titres n'ont pas de valeur manquante. Apparemment. Bon, on peut également ajouter des colonnes. Et l'ajout des colonnes se fait avec un data. On crée la nouvelle colonne. On va appeler la colonne. On peut essayer avec la colonne des directeurs parce que là-bas, il y a beaucoup de NaN. La colonne des directeurs. Ok, oui. Bon, on va supprimer la colonne suivant l'axe 0. Qu'est-ce qui se passe? On voit bien qu'ici, suivant l'axe 0, le nombre de lignes. Parce que n'oubliez pas, l'axe 0 sont les lignes. Hein. C'est un peu comme x, y. Axe 0 sont les x et l'axe 1 sont les y. Donc, on supprime toutes les lignes dont le directeur est nul. Donc, si on met 1, c'est toute la colonne directeur qui est censée sauter. Comment ici, on ne met pas le subset. Drop le nez comme ceci. Drop le nez director. Actuellement, nous qui n'avons pas trop la culture de i-error, c'est-à-dire les zéros, on veut directement résoudre là. Indice, drop nez, self axis, set,
Apparemment, c'est ici qu'il faut sélectionner. On sélectionne la colonne. Donc, on supprime directement les... Donc, on sélectionne d'abord la colonne. On sélectionne d'abord la colonne dans le dataset et on applique la méthode drop enable. Et là, par défaut, je pense, par défaut, là, on a supprimé aussi, si je fais un data en bas pour voir qui part, les lignes ou les colonnes. Alors, par défaut, ce sont les lignes qui partent. Donc, si on précise l'axe 1, on a encore une erreur. Pour supprimer la colonne, on peut utiliser la méthode qu'on a utilisée précédemment. Tu nous as présenté une autre méthode pour supprimer les colonnes au début. Pour supprimer drop, la méthode drop simplement. Ouais. Ouais. Je pense que c'est même ce qu'il faut à ce niveau. Sauf que là, on veut supprimer les drops enés, on veut supprimer les méthodes, les individus manquants. On ne veut pas supprimer toute la colonne. Or, nous, on veut supprimer les individus manquants suivant une colonne. En principe, si sur une colonne, il y a un individu qui manque, toute la colonne doit disparaître. C'est un peu ça le principe. Lorsqu'on passe drop ené et on passe la colonne. Pourtant, drop là supprime la colonne en entier. Bon, c'est la même chose qui est faite, mais en fait, avec le drop ené, sur une colonne, on supprime la colonne qui a un élément nul, non renseigné. En fait. Ok. Ok, c'est compris. D'accord. Bon, on ne va pas passer le temps sur des erreurs, hein, parce que généralement, quand il y a des erreurs, on fait un tour sur Stack Overflow. On n'a pas la maîtrise parfaite des pandas et de toute cette bibliothèque. Mais déjà, l'idéal, c'est de comprendre le fonctionnement, comprendre ce qu'il y a à comprendre pour un début, pour pouvoir avancer. Mais en cas d'erreur, on peut partir sur la bibliothèque Panda, sur la documentation de Panda. Bon, on peut ajouter des colonnes. Bon, pour ajouter une colonne, c'est un peu... On peut écrire data et puis on écrit, par exemple, on écrit titre en français pour voir si ça fonctionne. Pour tester, juste pour tester, hein, c'est pas... Et à la colonne titre, on dit que bon, toutes les valeurs seront, disons, 100. Disons 10. Et on affiche à nouveau data. Pour voir si c'est appliqué. Bon, on a une dernière colonne. On a une colonne qui est créée, qui est titre et qui par défaut a les éléments à la valeur 10, 10, 10, 10. C'est les différents éléments. Bon, en quoi est-ce que c'est utile? Par exemple, hier, on a dit si on voulait améliorer la fête avec une nouvelle variable, par exemple la surface ou le volume de la chambre, on peut décider de faire le produit de peut-être la longueur fois la largeur pour avoir la surface, une colonne surface. Donc, on peut mettre surface égale data, on prend la longueur multiplié par data, on prend la largeur. Bon, on peut appliquer, on peut créer une nouvelle colonne qu'on va appeler. Bon, ici, on n'a pas trop de variables quantitatives. Donc, on va prendre l'année-ci. On va prendre l'année, c'est quand même une variable quantitative au cas où on veut appliquer une transformation numérique. On va prendre l'année. On dit l'année plus 1. Donc, tu ajoutes un an à la nouvelle variable qu'on va ajouter. On va appeler la variable data de peut-être incrémentation comme ceci. On affiche un peu pour voir ce qui se passe. Hein.
Yeah. Donc, on a la colonne incrémentation qu'on a créée là, où on était à D, on a dit qu'on ajoutait un an à cette nouvelle colonne à toutes les années. Dans la dernière colonne, on voit où on a 2020, on se retrouve avec 2021, on a 2016, on se retrouve avec 2017. Bien. On peut également décider de modifier, modifier par exemple les pays par leur code. Et pour ça, on peut créer, on appelle ce qu'on appelle les dictionnaires, c'est aussi une structure de données Python. Je pense que vous avez quand même parlé de ça la première partie du projet. Donc, créer une nouvelle structure qu'on appelle une nouvelle colonne qu'on va appeler peut-être code, où on va remplacer les France par FR, remplacer par exemple les pays tels que les pays Cameroun par CMR et autres. Donc, cela c'est aussi bien. Ça va les mappings. Généralement, ça va les mappings qu'on réalise cela. Bon, on peut quand même essayer, hein, parce que dire comme ça, c'est. Bon, on peut créer un dictionnaire, peut-être Dico, et on l'initialise à. On va dire, bon, aux valeurs France, par exemple. Comme on a France en vue là, on va travailler avec France. On va remplacer par FR. Évidemment, ce sont des caractères pour les centres-côtes. OK. Bon, on crée un dictionnaire DICO. C'est le dictionnaire qui nous permet de faire le mapping. Donc, on crée un dictionnaire DICO. On attribue les clés et des valeurs dans le dictionnaire. Le dictionnaire fonctionne des clés et des valeurs. Donc, ici, on a la valeur France. On veut que France ait le code FR. Donc, dans la nouvelle variable code qu'on va créer pour dire le code du pays. Donc, on sélectionne la colonne. On sélectionne la colonne qu'on veut mapper. Code. Partout, il y avait France, partout, il y a France, on a FR. Bon, là, il faut recenser tous les pays du dataset et appliquer la même transformation. Bon, on va passer quand même à l'analyse, une analyse brève du dataset, parce qu'ici, on est en train de présenter les méthodes et les fonctions basiques. Bon, généralement, on peut l'analyse, la première analyse qu'on fait, c'est avec la méthode Describe, qui donne une description du jeu de données. Donc, on passe le jeu de données, on applique la méthode Describe. Ici, on a une description. Bon, déjà, par défaut, la description ne concerne que les variables quantitatives. Vous voyez, on a récupéré ici l'année de réalisation parce que ce sont des années.
On a le titre, les variables qu'on a créées ici, les titres qu'on a initialisés à 100 là. Et incrémentation également. Bon, on a un petit récapitulatif. On a le nombre, ici c'est 40, c'est pour dire l'année réalisée de réalisation. On compte exactement 7787 années de réalisation différentes. Les titres. Bon, également, titre qu'on a créé, on a mis le in. On ne va pas considérer ceci parce que ça ne renseigne pas vraiment la réalité. La variable qui a été créée sans trop tenir compte de. Parce qu'à titre, on a donné 100. On se souvient bien, en haut, à titre, on avait donné la valeur 100. Donc, en fait, on va se concentrer sur ceci, sur la variable initiale. Ici, on a la moyenne. Donc, la moyenne des films ont été réalisés en 2013. Bon, ici aussi, à vrai dire, l'année n'est pas considérée comme une variable entière en tant que telle dans Panda. Et même en réalité, hein, avec les années, on ne peut vraiment pas faire année plus 5, année plus et avoir des données et avoir une description vraiment utile. Ce qu'on fait, c'est qu'il y a les time series qui sont gérées différemment. Je pense aussi, j'ai vu dans la programmation, là, il y a toute une section réservée au time series. Donc, comment est-ce qu'on gère les variables temporelles dans le temps? Donc, avec Panda. Bon, nous allons revenir aussi dans les prochaines séances. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ici, on a un décompte complet du nombre d'années, de la moyenne réalisée, la moyenne au sens statistique du terme, la somme de NI, de I allant de 0 à N, de NIXI, sur grand N, de la somme, cette somme statistique-là, de ceci. STD, c'est pour dire les cas types de variables. Ça, c'est le minimum, évidemment. La plus petite année, c'est 1925. Vous voyez bien, ça n'a pas trop de sens. On peut dire que l'année, la première année, c'est 1925. On peut prendre ceci comme ça. Bon, ici, c'est une répartition, hein, c'est l'interquartile. Donc, on a sur 25%, 50% et 75%. Donc, 75% de nos années sont de 2013, de 25% sont de 2013, 75%, 50% sont de 2017, et ainsi de suite. Ça, c'est la répartition par rapport à la moyenne qui est de 2013. Par rapport à la moyenne qui est de 2013, on a cette répartition-ci. Donc, 25% sont autour de 25%. C'est ce qu'on appelle les intervalles interquartiles en statistique. Bon, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? On peut également faire la moyenne. Donc, on sélectionne, on peut faire ça individu par individu. Bon, on a parlé de variables quantitatives. Donc, on peut prendre une variable quantitative qui a été générée pour voir. Parce que le jeu de données, ce n'est pas assez spécifique quand on considère les variables quantitatives. Par exemple, la variable qu'on a créée là, et on applique la méthode min pour voir la moyenne. Pour avoir la moyenne de... La moyenne, c'est déjà ici dans le récapitulatif, en gros. Mais ici, on a la moyenne colonne par colonne suivant la variable quantitative. Donc, on a bien la moyenne. On a également le min pour avoir sur notre colonne la valeur minimale. Évidemment, on a le max. On a aussi l'attribut unique pour voir qui est unique. Bon, là, ça peut s'appliquer pour voir les différents éléments uniques. Donc, par exemple, je peux dans mon data, dans les pays, j'essaie de voir les pays uniques, les différents pays uniques. Rien n'est renvoyé. On passe la colonne et on applique unique. OK. Bon, on a que... Si on a que friends, ça veut dire que la modification qu'on a appliquée en haut a été prise en charge avec le in place. Donc, on a changé tous les pays. Donc, on a modifié, on a changé. C'est
quelle valeur là. Parce que le jeu de données, il n'y a pas que les pays friends. Oui, oui, on a changé tous les pays par France tout à l'heure. Est-ce que moi-même je me disais bien? Voilà, c'est pour cela qu'on ne renvoie que la France. Donc, on peut afficher quoi d'autre pour vérifier. Par exemple, les directeurs, les différents directeurs. Ici, on a les différents directeurs que le jeu de données comprend. Donc, évidemment, on a donné des nombres parce que ça parcourt les lignes par ligne. Bon, toute la colonne et ça récupère une seule fois la valeur trouvée. Bon, c'est pas tout ceci, les points qui indiquent que la liste est longue. Évidemment, on s'imagine bien que pour plus de 7000 séries, on n'est pas que le nombre de réalisateurs ici présents. Ici présentés. On peut également compter avec ValueCom pour essayer de compter les différents éléments, notamment ici. On peut essayer de compter les différents pour essayer d'avoir les différents directeurs, le nombre de directeurs que le jeu de données comprend. Et ici, on a au total 4049. Bon, ici, qu'est-ce qui est renvoyé à côté? C'est le nombre de fois que Raoul Campos apparaît, le nombre de fois que Marcus apparaît, et ainsi de suite. Bon, il y a également... Pardon? Je dis que c'est le... Ingénieur, on a déjà explosé notre quota horaire. Ah bon? Ah, bon, on a commencé à 19h28, non? Oui, et apparemment, les autres membres n'ont pas tenu compte de ça. Ok. D'accord, toutes les façons, il restait juste groupe by à présenter pour clore. Bon, ok, vas-y, tu peux présenter, vu que la vidéo est enregistrée, ils vont pouvoir voir, et comme ça, on va continuer. D'accord. On a également groupe by qui permet de grouper suivant une certaine condition. Donc, on peut décider de regrouper par pays. On peut prendre les pays parce que peut-être les pays, on a modifié, il va encore falloir le taper. On peut regrouper par on peut les regrouper groupe by. Donc, ici, on peut avoir un data pour un groupe by. Bon, on regroupe, ici, on regroupe les différents directeurs. D'accord, ici, ce qui est renvoyé, ce qui est renvoyé, c'est un data frame. Donc, on peut voir l'entête. Bon, lorsqu'on veut les regrouper en fonction des directeurs, bon, c'est vrai quand même qu'on on peut regrouper avec plusieurs éléments, on peut regrouper entre les directeurs et les titres. En fait, nous y revenons dans un jeu de données prochainement, notamment demain, on va sélectionner un nouveau jeu de données un peu plus numérisé pour voir comment on peut déjà afficher les premiers graphiques. Donc, c'est un peu ça. Mais en gros, c'est ce qui était prévu pour aujourd'hui. Hein. Il n'y a pas eu... Ok. D'accord.
C'était tout. Ok. S'il te plaît, ingénieur, est-ce que tu peux aussi nous envoyer ce jeu de données ici pour que, et peut-être dans la journée, celui qu'on va utiliser demain soir, comme ça on pourra travailler en live avec toi. D'accord, d'accord. Parce qu'en réalité, même j'ai beaucoup improvisé. J'étais très occupé aujourd'hui. C'est vers 17h, 16h que je me suis mis à préparer ceci. Ok, Donc, il n'y a sinon, pas de souci. en principe normalement, je dois envoyer ça avant. Bon, je vais Ok, sélectionner un jeu de données demain. Un ok. jeu de données beaucoup plus numérique. On va pouvoir vouloir afficher les courbes et tout, faire les calculs des moyennes et tout. D'accord, d'accord, merci beaucoup. Donc, dès que c'est bon, là, tu m'envoies comme ça, je partage avec les autres. Et puis, le soir, on pourra travailler au même moment que toi. D'accord. C'est bien. Ok, merci. Ok. Bon, les gars, on va arrêter. Bon, pour ceux qui sont encore là, ceux qui sont déjà allés dormir, bonne nuit et à demain.